Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le vendredi 6 mars 2026, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Je suis trop content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous allez voir que le plan qu'on avait vu ensemble durant la dernière vidéo et même l'avant-dernière vidéo, c'est extrêmement bien déroulé pour l'instant. On a pump comme prévu jusqu'aux 72 000, 74 000. Vous allez voir qu'on a même marqué un top. Alors je dis bien un top entre guillemets, parce qu'on n'est pas encore sûr que ce soit un top, mais pour l'instant, on a formé un top vers les 74 000, et pour l'instant, là, on descend un peu. On descend un peu vers les 70 000, et comme, rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, les 72 74 000, c'était vraiment le top parfait qu'on visait, et du coup, il est probable qu'on ait fait stop à cet endroit-là, et vous allez voir que j'ai pu, du coup, me positionner en short sur ces niveaux-là. Ça correspond exactement à, rappelez-vous, la déviation de liquidité assez classique qu'on a et qu'on avait déjà eu aussi, rappelez-vous, pour le Dead Cat Bones des 98 000 $ qui avait extrêmement bien marché et sur lequel je comptais me repositionner en fait pour ce scénario-là avec de nouveau, pas un Dead Cat Bones, mais voilà, une déviation de liquidité au-dessus des 72 000, 74 000. Et ensuite, du coup, commencer à aller chercher du coup les plus bas vers les 60 000. Donc là, on est en plein dedans. Je vais vous montrer comment je suis positionné en termes de trade. Vous allez voir que j'ai un trade qui a été pris, mais au dollar près sur la mèche vers les 74 000, c'est parfait. Mais j'ai quand même quelques ordres au-dessus que j'ai mis par précaution, qui n'ont pas été pris. Donc voilà, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je compte faire. Est-ce que je compte du coup rentrer plus fort en short maintenant, ou est-ce que j'attends plutôt un rebond pour essayer de rentrer un peu plus haut ou un peu plus proche des 74 000. Donc on va voir tout ça ensemble, mais vous allez voir que surtout ce qui a changé depuis la dernière fois, c'est que en l'espace de 5-6 jours quand même, il se passe pas mal de choses. Parce que rappelez-vous, il y a 5-6 jours, je vous ai fait la vidéo, on était en plein conflit Iran vs US, c'était le gros bordel. Ils avaient lancé ça le week-end et du coup on s'attendait que lundi soit un peu le bordel. Finalement, les marchés l'ont plutôt bien pris lundi et rappelez-vous, j'avais fait un tweet en vous expliquant que en fait, vu que le plus gros de l'incertitude, c'était le fait d'anticiper le conflit, une fois que le conflit a débuté, et en fait le plus gros de l'incertitude s'enlève. Et du coup maintenant, le marché va plutôt être dans l'optique de vouloir pricer la fin du conflit, qui est plutôt quelque chose qui pouvait arriver assez rapidement par rapport au fait que voilà, ils ont déjà allé chercher leur cible, tuer leur cible qu'ils voulaient au niveau de l'Iran. Mais à la fois aussi, si le conflit traîne un peu trop, et on pourrait avoir un retour de bâton et du coup former aussi cette déviation au niveau analyse technique. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Et on commence Twitter et ça avec une vidéo que j'ai prise. Là, je suis en Asie actuellement et les gars, même en Asie, sur une île en Thaïlande, il y avait le bordel à l'essence. C'est-à-dire qu'il y avait une queue de plus de 100 mètres sur quasi toutes les stations d'essence de l'île avec tous les gens qui attendaient pour récupérer de l'essence. Et en fait, il manque pas d'essence au niveau de la Thaïlande, même chose, je crois, aussi en France. C'est juste que les gens anticipent le fait qu'il y a manqué de l'essence. Du coup, ils vont plus prendre de l'essence que d'habitude, ce qui crée le fait que il y a des queues et qu'il y a trop de monde qui patiente pour aller chercher de l'essence. Donc bref, assez fou comme comportement et ça montre à quel point, vous voyez, au final, Détroit d'Ormuz, on en parlait dans la dernière vidéo, comme quoi on n'était pas encore sûr si ou pas c'était confirmé. Au final, ça a bien été confirmé que l'Iran fait en sorte de bloquer le Détroit d'Ormuz. Et rappelez-vous, ce détroit-là, il gère un peu, alors je sais pas comment je pourrais le dire exactement, mais en fait, il gère le passage de plus de 20%, je crois, du pétrole mondial. Et en fait, on se rend pas compte, mais 20%, ça paraît pas beaucoup, mais au niveau mondial, ça crée plein de galères. Surtout quand tu as des réactions en chaîne psychologiques de la part des gens qui vont faire du stock parce qu'ils ont peur de ça, quoi. Et du coup, ça fout pas mal le bordel dans le monde, et y compris de partout. Vu que maintenant, tout est interconnecté, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis et tout, on a à peu près les mêmes schémas qui se reproduisent. Et ça, le détroit d'Ormuz, vous voyez, pour l'instant, il est encore bloqué. Et en fait, plus ça se prolonge dans le temps, plus on attend le fait qu'il se débloque, plus aussi ça risque de créer une incertitude qui grandit et qui fait que c'est pas forcément appréciable pour les marchés. Je voulais vous montrer ce scénario-là de Killa XBT que je trouvais très intéressant. C'est un peu le scénario que je partage depuis quelques semaines avec vous et que je vous montre en vidéo. C'est tout simplement, rappelez-vous, le bottom qu'on fait aux 60 000. Ensuite, le petit range, canal baissier, peu importe ce qu'on forme, on s'en fout. Le plus important, c'est regarder les plus hauts et voir si on fait une déviation à la hausse ou à la baisse. Et là, vous voyez, actuellement, ce scénario, c'était une déviation à la hausse. Aller chercher ici, à peu près les 72 74 000 $. Du coup, ce qu'on est en train de faire actuellement. Et une fois qu'on allait chercher la déviation, les liquidités qu'il y a au-dessus, là, bam, on dégringole, on pète les 60 000 et là, on va chercher un plus bas. Et vous voyez, son graphe est intéressant parce qu'en fait, c'est aller chercher un bottom dans le premier temps, former le bottom qui peut durer 30-60 jours, voilà, un certain nombre de temps, aller chercher cette fois-ci, au lieu d'aller chercher une déviation à la hausse comme ça, aller chercher une déviation à la baisse ici, en dessous des 50 000, ça après, target de prix, il faut voir au fur et à mesure, et ensuite commencer à faire un bottom et repartir à la hausse.
Ça, c'est un scénario intéressant et c'est un scénario qui peut prendre du temps. Parce que voilà, on est en mars, le temps que ça se mette en place, qu'on baisse, qu'on vienne poser un bottom, qu'ensuite on remonte, bah, on peut attendre genre avril, mai, juin et voire été, voire fin d'année pour repartir quoi. Mais au final, ça va un peu avec ce qu'on a actuellement, que ce soit au niveau macro, au niveau de l'inflation qui persiste, au niveau de la Fed qui a pas l'intention de baisser les taux d'intérêt, au niveau aussi du QE qui paraît hyper loin. Donc pas mal de choses qui vont, je trouve, dans ce sens de ce graphique-là, après comme d'hab, entre ce qui est réellement écrit ici, ce qui est dessiné ici et ce qui a réellement se passé, tu as toujours un écart. Mais dans les grandes lignes, je pense que ça pourrait se jouer comme ça, quoi. Justement, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? C'était il y a 5 jours. Vous voyez, on a vu ensemble le fait de cette petite structure avec, rappelez-vous, on jouait ensemble le pump pour essayer d'aller chercher les 72 000, 74 000. Et une fois qu'on était sur ce niveau-là, bah, commencer à former du coup la déviation au-dessus des plus hauts. Et là, commencer du coup à vouloir shorter pour jouer les plus bas et aller chercher les 60 000. Donc au final, ça a plutôt bien marché. Alors, rappelez-vous, j'avais parlé aussi de ce canal baissier qui était plutôt pertinent. J'ai dit qu'il y avait peut-être une opportunité de prendre un long dans le canal haussier là pour jouer le break et aller chercher 72 000. Malheureusement, voilà, je dis ça en vidéo, mais j'ai pas pu le faire derrière parce que j'ai pas vu d'opportunité pour long à court terme et du coup, bon, j'ai loupé ce long là. Tant pis, ça aurait été joli de long puis de short le mouvement, mais au final, j'ai juste le short. Et aussi, ce qui était faisable, c'était de revenir en bas du canal et le break, vous voyez, après. Bon, finalement, on est venu break direct. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait vu ensemble que la target du canal haussier, c'était, hop, on la prenait ici, on la reportait là, c'était 72 000 $. Du coup, vous voyez, on est pile venu dans la target du canal baissier qu'on a cassé à la hausse, des 72 000, donc ça, c'est nickel. Et maintenant, ce que j'expliquais dans mon tweet, l'objectif, c'est d'aller chercher les FVG. Donc, on a une grosse première de FVG weekly qui est ici, dans laquelle on était déjà ici aux 72 000, et une petite FVG 4 heures qui est juste là, vous voyez, au-dessus des 74 000 $, qui peut être faisable à aller chercher avant de voilà, commencer à former la déviation donc à la hausse et de former du coup le retour à la baisse. Du coup, dans la foulée, j'ai mis quelques ordres sur Bitget et regardez ça, donc hop, petit update, vous voyez, on est venu toucher 74 000 et du coup, comme j'explique ici, on est venu mécher juste en dessous la FVG 4 heures à 74 000, mais sans la toucher. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez, à quelques, je crois, centaines de dollars près, on est venu juste avant. Donc ça veut dire que la FVG n'est pas encore comblée parce qu'on n'est pas encore venu à toucher. Mais on s'est arrêté juste avant. Donc il y a encore possibilité qu'on revienne dedans pour la combler parce qu'elle n'a pas été faite, même si c'était très, très, très proche. Du coup, moi, j'avais un ordre à 74 000 $, vous voyez, qui a été, que j'avais mis à l'avance, qui a du coup été pris sur ce niveau-là. Et ce qui est fou avec ça, c'est que du coup, mon ordre, les gars, a été pris à 31 $ près. En vrai, c'est fou. Bon, c'est assez rare que ce soit aussi précis. En vrai, c'est pas mal de chance. Mais regardez là où j'ai mis mon ordre ici. Regardez les gars par rapport à la mèche. C'est n'importe quoi. Là où elle a été prise, genre vraiment, ouais, c'est difficile de faire plus précis, quoi. Je suis rentré en short ici à 30 $ près. Bon, bref, pas mal de chance sur ce coup-là, ça fait plaisir. Mais du coup, ce que j'explique dans ce tweet, donc que je vous ai fait d'aujourd'hui, c'est que d'un côté, je suis très content d'être rentré sur le meilleur niveau possible sur le top, si c'est le top, bien sûr. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres ordres en attente dans la FVG H4 qui n'a pas encore été comblé. Ce que j'expliquais juste avant, regardez sur Bitget, hop, vous voyez, je suis rentré ici, mais j'ai deux autres ordres en attente, vers les 75 000 et 75 500, qui sont le haut de la FVG H4, avec mon stop loss vers les 77 100 $, qui est un peu plus haut que la FVG. Et en gros, la FVG H4, elle est juste ici, elle est vers les 74 200, je crois, donc on l'a pas encore touché. Et donc, il y a une proba, pour moi, je trouve, qu'on puisse remonter ici, aller chercher un deuxième top entre les 74 et 76 dans cette zone, et ensuite rechuter. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne me précipite pas à ajouter full position sur mon short pour me dire que ça y est, c'est le top et que là, on va faire que baisser, parce qu'il y a quand même cette probabilité-là qu'on vienne chercher cette FGH4 qu'on n'est pas venu combler, quoi. Après, c'est toujours le problème. En gros, vu que y a pas mal de gens comme moi qui attendent la FGH4, est-ce que ce serait pas intéressant de s'arrêter juste avant, ne pas la combler et empêcher les gens de rentrer en short dans ces zones-là, quoi. De nouveau, c'est le dilemme infernal avec ça. Mais du coup, pour revenir sur mon tweet, c'est vrai que les 74 000 pourraient être la target, le top en fait parfait de cette déviation-là. Parce que rappelez-vous, c'est vraiment la target qu'on parle depuis plusieurs semaines. Ça fait vraiment plusieurs semaines que j'en parle. Les 72 000, 74 000, on les a bien rabâchés ensemble, qui est voilà l'ancien plus haut qu'il faut aller chercher pour commencer à short. Et là, ça fait vraiment plusieurs semaines que je dis, perso, je tente pas trop de trade et j'attends l'opportunité des 72, 74 pour short parce que je trouve que c'est la plus intéressante. Et maintenant qu'on y est, c'est vrai que c'est intéressant de se mettre à shorter. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, c'est l'ancien plus haut pour du coup aller chercher des liquidités avant de former une déviation et éventuellement aller chercher 60 000. Et surtout, quand je vois la situation actuelle au niveau macro qui change pas trop, quoi, qui bouge pas trop et qui même s'empire un petit peu, que ce soit avec l'inflation qui persiste, on l'a vu ensemble, on a une inflation qui persiste, on a une baisse des taux d'intérêt qui est vraiment éloignée dans le temps et qui n'est pas du tout prévue pour l'instant de la part de la Fed. On a un QE, bon,
on en est hyper loin. C'est vrai qu'on en a parlé plus en fin 2025, comme si ça allait arriver dès 2026. Et moi, j'avais dit que voilà, début 2026, je suis plutôt baissier parce que je pense que le QE, il va arriver, mais il va arriver plus tard. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il arrivera peut-être Q2, mais il arrivera sûrement voilà, pour fin 2026, mais pas avant. Et là, c'est vrai que le QE, il paraît très très loin quand même. Même le QE divisé, il paraît très loin parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour le lancer. En plus de ça, on a des conditions politiques qui sont pas mal renforcées, que ce soit US, vs Iran, Israël, etc. On a eu pas mal de conflits qui ont démarré la semaine dernière et d'autres qui sont aussi renforcés, donc ça, c'est pas ouf. Même si ça va à l'inverse de ce que je disais en intro, qui est que, rappelez-vous, le marché anticipait l'incertitude du conflit US-Iran. Et une fois que du coup il est tombé, cette incertitude-là, elle s'enlève, du coup ça redevient un peu plus bullish pour les marchés. Ce qui a fait que du coup on est monté. Mais le truc, c'est que pour que ça continue à monter, je pense, c'est qu'il faut que cette incertitude-là s'enlève complètement. Et du coup, il faut une fin du conflit réel et validée par les US par rapport à l'Iran. Comme par exemple avec le Venezuela. Si par exemple là, demain, voilà, les États-Unis disent ça y est, on a fini avec l'Iran, le conflit est terminé, etc., et toute cette incertitude-là au niveau du conflit pourra s'enlever. Mais tant que c'est pas le cas, en fait, ça traîne. Et ça, du coup, les marchés n'aiment pas. Ce qui est du coup le même cas pour aussi le canal d'Ormuz. Donc ouais, il y a tout ça. Aussi, dernière chose que je trouve qui est pas ouf, c'est qu'en fait, on n'a aucune good news qui est assez forte pour lancer le marché par manque de liquidité. En fait, là, le marché est tellement en difficulté en termes de liquidité, que ce soit au niveau du marché plutôt traditionnel, mais surtout au niveau des cryptos, on le voit qu'ils prennent plus grosse claque que les autres marchés. Et dès qu'on a une good news, on le voit, en fait, les news ne sont pas assez fortes pour lancer le marché. Et ça, c'est signe en général d'un marché baissier, en fait. Tout simplement, quand il y a des bonnes news et que ça se relance pas, c'est qu'il n'y a pas assez de liquidité et qu'il faut un momentum tellement fort pour se retourner qu'on est tout simplement un marché baissier. Et du coup, tout ça réuni me fait dire que voilà, ça me paraît compliqué de dire que le bottom est vers 60 000 et que là, en fait, on se relance vers un ATH. Comme d'hab, je sais qu'on me dit tout le temps que le passé ne reflète pas les performances futures, mais les patterns techniques des investisseurs restent les mêmes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que ce scénario-là ressemble pas mal à celui de 2022. Regardez 2022, vous voyez, on a 2022 ici. Rappelez-vous, on a le Dead Cat Bounce juste avant. Une fois qu'on a fermé le Dead Cat Bounce, paf, on a chuté à la baisse. On a fait une mèche jusqu'à moins 28% ici. Ensuite, on a rebondi. On a commencé à range juste là. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Hop, déviation à la hausse. Ouais, on est venu chercher les plus hauts juste ici. On a dévié. Et une fois qu'on a dévié, bam, on allait chercher la baisse. Et on a fait tout ça sur environ une trentaine de jours. Et c'est vrai qu'actuellement, ça ressemble pas mal parce que, vous voyez, on a fermé le Dead Cat Bounce, on a chuté, on a fait moins 28%, assez équivalent à ce qu'on a eu ici en 2022. Et ensuite, vous voyez, en 2022, paf, on a rebondi, on a range. Et la même chose, vous voyez, on rebondit, on commence à range, genre canal baissier, bon bref, c'est un peu similaire. Et ensuite, on vient chercher les plus hauts, la déviation des plus hauts ici, assez similaire donc à ce qu'on avait en 2022 ici. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller chercher plus bas et de répéter ça à la baisse. Et c'est vrai que, encore une fois, t'as tout le monde qui te dit, ouais, faut pas regarder les trucs passés parce que ça reflète pas les performances futures. Mais encore une fois, les gars, les patterns techniques, souvent, elles se ressemblent. Et à chaque bull run, chaque bear market, ça revient, en fait, les mêmes patterns reviennent parce que tout simplement, la psychologie n'a pas changé. Et c'est vrai qu'on a très bien vu que le Dead Cat Bounce des 98 000 $, qui était vraiment un copier-coller de 2022. Et quand je vous ai sorti ce scénario-là, tout le monde était en mode non, c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Rappelez-vous de ce tweet-là du novembre 2025 où je vous avais expliqué au niveau macro et technique pourquoi je pensais on allait avoir un Dead Cat Bounce sur les 98 000 avant de chuter. Et allez voir franchement les commentaires en dessous, tout le monde est en mode mais c'est pas possible que ce soit identique, que ce soit un copier-coller en 2022 et que ce soit aussi facile. Et tout le monde pensait que tout le monde pensait ça, du coup tout le monde voulait faire l'inverse pour contrer la majorité, et au final, tout le monde s'est planté. Enfin bref, je vous dis ça parce que ça, encore une fois, par exemple, là, on a Captain Trading qui me dit encore un qui me sort ce même scénario, j'y crois même plus du tout, et en fait il a fait un tweet en disant j'ai vu 100 fois passer ce scénario avec 2022 et là 2026, du coup, le scénario que je vous explique. Et le truc, c'est que, ça je vous l'avais déjà expliqué aussi pareil sur d'autres vidéos, mais je vous le remets ici parce que c'est vraiment important à comprendre, c'est qu'en gros, comment tu arrives à mesurer précisément la majorité? Les gars, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est dans votre tête. Et vu que c'est dans nos têtes, en fait, c'est biaisé de base, quoi qu'il arrive. Parce que c'est biaisé par notre avis, c'est biaisé par notre algorithme, c'est biaisé par la vision qu'on a du marché, tout simplement. Et en fait, vous voyez, ce que je explique ici, c'est vrai ça. La majorité, entre guillemets, des gens riches que tu vois est biaisée par ton avis perso. Ça te saute aux yeux parce que tu te dis que la majorité pense l'inverse de toi. Donc, en fait, dans votre fil d'actualité Twitter, dans votre algo Twitter, déjà, ça va être biaisé par votre algorithme, qui est très personnalisé par rapport à votre compte, par rapport à ce que vous regardez. Et ensuite, si vous avez un avis bullish, du coup, les scénarios bullish, vous allez directement les valider sans trop les remettre en question. Alors que les scénarios bearish, ça va un peu vous sauter aux yeux et ça va vous dire « Ah, putain, il pense l'inverse de moi » et du coup, ça va plus vous marquer en fait. Et donc, vous allez plus se retenir. Et du coup, ça donne l'impression de voir beaucoup plus de scénarios à l'inverse de ce qu'on pense. Comme par exemple, moi là, je suis plutôt bearish et je pense qu'on peut avoir une déviation à la baisse, enfin, on peut repartir à la baisse sur les plus bas. Mais dans mon fil d'actualité, j'ai l'impression d'avoir plus de gens qui sont bullish et qui veulent que ça reparte.
Alors que c'est sûrement pas le cas. C'est juste parce que mon focus est là-dessus. Et du coup, vu que mon focus est là-dessus, ça me donne l'impression que il y a plus de gens qui sont bullish que bearish. Alors que pas nécessairement, en fait. Et le truc, c'est que, en fait, se baser là-dessus, je trouve ça mais nul. Genre en mode, tout le monde est bullish, du coup je suis bearish. Tout le monde est bearish, du coup je suis bullish. Les gars, ça vaut rien, vraiment. C'est vrai que c'est cool d'en parler dans les mondes FOMO où tout le monde est en mode, oh, ça a pété, nouvelle TH, machin, machin. Et c'est là où souvent, t'arrives à voir les tops. Mais en réalité, t'as 10 000 tops avant qui ne sont pas réellement des tops, on continue à monter, où les gens sont déjà dans le FOMO. Et essayer de trouver exactement par rapport à qui est bearish et bullish, c'est juste pas possible à mesurer, en fait. À moins que tu fasses un sondage, et encore, ça va juste sonder ta communauté. Et en fait, ce que je remarque avec les sondages, c'est qu'à chaque fois, en fait, dans les moments-là, tu fais toujours en 50-50, où t'as autant de gens qui sont bullish que bearish, et au final, ça veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai que pour l'instant, moi perso, j'ai pas de raison à devenir bullish, alors que les news ne suivent pas, et que pour l'instant, Attends Weekly reste toujours baissière. Et ce que j'explique en tout, c'est que peut-être que je me trompe, mais faire un minimum d'effort, quoi. Le majorité est bearish, donc je suis bullish, ça vaut plus rien. Enfin, c'est assez bancal, je trouve, comme réflexion. Donc bref, tout ça pour dire, méfiez-vous de ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas quantifier exactement qui est bearish, qui est bullish. Tu seras toujours biaisé, quoi qu'il arrive, par la vision que tu as de qui est bullish, qui est bearish. Et le truc, c'est que là, par exemple, Captain, il est en mode vas-y, je suis bullish parce que la majorité est bearish. Mais s'il était bearish, il verrait sûrement la majorité bullish, en fait, tout simplement. Et perso, je préfère me baser, en fait, sur les déviations de liquidité, ce genre de choses qui sont des patterns psychologiques qui reviennent à chaque fois, et sur tout ce qui est news au niveau macro, au niveau potentiel politique, au niveau de l'inflation, au niveau de l'impact des bonnes news sur le marché. Ça, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que juste se baser sur un truc un peu plus bancal et flou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que tu as des patterns comme ça qui reviennent en termes de réflexion, mais très simplistes, où par exemple, je verrais bien mon daron qui connaît rien à la crypto me dire mais oui, mais c'est pas compliqué, il faut juste vendre quand tout le monde veut acheter. Ouais, mais vas-y, va faire ça, va faire ça, et va essayer de quantifier ça, quoi. Va essayer de mesurer ça pour réellement le faire. Enfin bref. Allez, on passe sur analyse technique. Regardez ça, c'est parfait, les gars. On a formé, du coup, notre petit canal baissier juste là. Et là, regardez, bam, cassure ici. C'est parfait. On a vu ensemble que l'objectif, rappelez-vous, c'était, hop, l'entrée ici. On le reporte à la cassure. C'était du coup d'aller chercher les 71 000 $ dans un premier temps. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et après, ouais, on a poussé jusqu'au 72, puis 73, puis 74. On a formé le top au 74. Et là, on est en train de corriger. Donc c'est giga intéressant comme pattern, parce que franchement, c'est parfait de chez parfait. On corrige, on vient former le canal baissier, range, peu importe, on vient chercher plus haut ici, déviation, et après objectif, voilà, recasser la baisse. Vous connaissez, je vous en parle depuis assez longtemps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on avait cette énorme FSG qui est ici en weekly. Donc rappelez-vous, FSG, c'est une sorte de trou qu'on laisse dans le marché et qu'ensuite on revient combler. Donc ouais, on le voit entre cette mèche et cette mèche ici, donc grosse FG là qu'on est venu. Donc l'objectif, rappelez-vous de FG, c'est que en gros, on a le cours qui est ici, hop, il forme un trou dans le marché, donc une FG, et l'objectif c'est venir combler la FG et ensuite pas redescendre. Ce qui fait que le marché, toujours, il vient combler la FG avant de redescendre. Et quand ça se retourne, et en fait, on revient combler la FG à l'inverse, par exemple ici, pour ensuite repartir. Voilà, tout simplement. Et donc, en plus de ça, les 72 000, 74 000 étaient hyper intéressants parce qu'on avait cette grosse FG là, weekly à combler, ce qu'on a du coup fait en weekly. Et aussi, regardez ça, la petite FG H4 qu'on a juste là, qui a failli être comblée, mais on ne l'a pas encore comblée. C'est-à-dire qu'on est venu mécher à 74 030 $, alors que la FG est à 130 $, 150 $. Donc en fait, on n'est pas venu toucher, combler la FG à genre 100 $ près, ce qui est très très peu, mais ce qui fait que voilà, la FG H4 est toujours vide et qu'il faudrait qu'on aille encore la combler, théoriquement. Et du coup, pour moi, il y a deux scénarios qui se représentent devant nous. Tout simplement, c'est revenir tester la FG H4 ici, venir dans cette zone et ensuite rechuter. Ça m'arrangerait parce que personnellement, j'ai encore des ordres, rappelez-vous, sur Bitget de short qui sont dans cette zone vers les 75 000, 75 500. Et donc, revenir combler cette FG H4 pour ensuite chuter, ce serait parfait en fait. Et ça nous donnerait l'opportunité de re-rentrer sur ces niveaux-là pour aller shorter. Mais le truc que je me dis, c'est que former du coup le top ici, ça pourrait être pas mal aussi. Parce que tout simplement, beaucoup de gens comme moi attendent de short dans cette zone, juste là. Et donc, venir mécher juste en dessous de la FGH4 où beaucoup de gens attendaient pour short, ça peut être pas mal pour, du coup, former le top, empêcher les gens de short dans cette zone et commencer, en fait, à partir à la baisse. Et c'est vrai que quand on regarde juste le graphique comme ça, en fait, hop, la déviation qu'on a ici, ça suffit. Pas besoin d'aller chercher non plus la FGH4. Et la FGH4, dans tous les cas, de toute façon, on pourra la récupérer, voilà, plus tard quand on refera des plus hauts, quoi. Et donc là, je suis un peu bloqué parce que je suis dans une situation où, voilà, j'ai mon short qui est en cours,
et je suis ultra bien positionné, donc c'est trop cool, vous voyez, ça commence à être pas mal. Mais le truc, c'est que j'ai une position qui est un tiers, qui est genre 30% de ce que je voulais mettre au total. Et du coup, je sais pas si je me précipite un peu et je rajoute la position maintenant pour voilà aller chercher la baisse directe du marché et qu'on n'ait pas de rebond, ou alors j'attends un éventuel rebond dans ces zones pour re-rentrer à ce niveau-là et rejouer le short ici. C'est une bonne question. Et le problème avec ça, c'est que plus j'attends, plus on descend, plus c'est compliqué en fait de rentrer bas en short, quoi. Donc à voir. Après, dans l'autre cas où en fait on ne fait pas ce scénario-là, et dans le cas où on fait une reprise haussière et qu'on forme du coup le bottom à 60 000, eh ben il faut surveiller plusieurs choses. Il faut surveiller la grosse FEG déjà, weekly qui est encore au-dessus de nous, qui se situe hop là à là. C'est-à-dire que dans cette zone, vous voyez, entre les 86 000 et ici 80 000 $, on a une énorme FEG weekly qui nous attend juste ici. Mais pour ça, il faudrait déjà passer au-dessus de cette FEG weekly qu'on n'a pas réussi à faire ici. Et donc, le premier signal que moi, perso, je vais regarder, c'est la IFVG de cette FEG-là. Donc, ça veut dire le passage de cette FEG en weekly. Donc, en fait, il nous faut une clôture weekly au-dessus des 75 000 $. Donc, une clôture weekly qui se forme au-dessus des 75 000, pas juste une mèche, mais vraiment une clôture weekly, pour valider qu'on fasse une IFVG, qu'on du coup, on avale cette FEG à la hausse en weekly, et que donc après on aille pousser pour aller chercher cette FEG là et ensuite voir si ou pas si on est sur un scénario de rebond plus fort pour garder la tendance baissière weekly qu'on a, ou une pattern de retournement qu'on pourrait avoir. Et pour l'instant, pour moi, tant que au niveau weekly, on passe pas au-dessus des 75 000 $ au niveau de la clôture, on reste toujours dans cette tendance baissière weekly. Vous voyez, on le voit clairement où on a juste des rebonds, chutes, etc., etc. Et en fait, il faudra former une pattern de retournement, donc clôturer ici au-dessus, puis commencer à faire ça pour valider du coup un retournement de tendance en weekly. Mais pour l'instant, vous voyez, tant qu'on reste là-dedans, on reste dans une pattern qui est baissière, une tendance qui est baissière en weekly. Et pour moi, il n'y a aucune raison de devenir bullish là sur la tendance en weekly ici, parce qu'elle est toujours bearish, tout simplement. Et tu peux te casser les dents longtemps à essayer d'anticiper un retournement de tendance tant qu'elle n'est pas là, en fait. C'est la même chose que ce qu'on avait pour le Bull Run ici, je l'ai déjà passé en plus dans la vidéo. Vous voyez, tout le long, on l'avait très bien ici avec le ruban, vous voyez, tout le long, on était au-dessus de la tendance weekly. Et on gardait cette tendance weekly bullish. Vous voyez, tout le temps, là, ici, par exemple, on avait des corrections, mais on restait au-dessus du ruban, on restait dans une tendance qui était haussière en weekly. Vous voyez, même chose ici. Et c'est le jour où on a cassé ça, où là, on est devenu bearish parce qu'en fait, on inversait la tendance weekly, tout simplement. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, on le voit ici un peu d'ailleurs avec le ruban. Tant qu'on reste hop dans cette pattern-là, on reste baissier weekly. Hop. Et même si là, on rebondit et on fait ça, on a plus de chances de redescendre encore plus bas. Et c'est le jour où on cassera cette dynamique-là, avec les FEG, tout ce qui s'ensuit, le ruban, etc., que là, on changera de tendance. Mais pour l'instant, c'est pas avec cette bougie-là et cette grosse mèche-là en weekly que ça suffit, en fait, si vous voulez, pour changer de dynamique, de tendance au niveau weekly. Ça, c'est important de comprendre. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous voulez aller chercher une tendance weekly qui, pour l'instant, une tendance weekly haussière qui, pour l'instant, n'existe pas, c'est un peu risqué, je trouve. Donc voilà, l'objectif après de mon trade, c'est faire comme avec mon short que j'avais fait, rappelez-vous, sur les 98, 96, où j'étais rentré, hop, ici à 96 en short, et en fait, je l'avais laissé tout le long, et je l'avais cut par là, vers les 75 000, entre les 75 000 et les 70 000, je l'avais cut dans cette zone-là. Et franchement, ce serait à refaire, je l'aurais laissé encore plus bas. Mais bon, comme d'hab, on peut pas tout avoir, et en vrai, avoir shorté d'ici à ici, c'est quand même pas mal. Mais du coup, même chose pour ici, vous voyez, hop, je rentre ici en short, et là, l'objectif, ça va pas être de s'arrêter sur le plus bas, mais c'est vraiment d'aller chercher l'ancien plus bas et de voir en fait la réaction du cours ici. C'est-à-dire que si on avale des bougies de baisse comme là, je peux laisser dérouler jusqu'à ce qu'on commence à faire un bottom et qu'ensuite on revienne chercher le bottom et là je cote mon trade. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que si on décroche comme là, hop, on risque de chuter très fort, puis chercher un bottom, avoir un rebond et ensuite revenir chercher le bottom plus bas et ensuite former un retournement éventuellement de tendance. Et du coup, pour profiter au maximum de la baisse, je préfère laisser mon short tout le long. Et au lieu d'essayer de le timer ici, parce qu'en fait, on ne sait pas jusqu'où ça ira, et attendre que le bottom soit fait et ensuite aller le cut à cet endroit-là exactement. Là, on ira chercher une seule fois le bottom. Au final, un peu comme par exemple, regardez, je vais vous montrer l'exemple de ce qu'on avait fait ici. Hop, vous voyez, c'est comme si là, je laisse dérouler tout le long, on vient chercher le bottom là, ensuite on rebondit, et là, on vient chercher de nouveau proche du bottom ici, et du coup, c'est là où je cut mon short que j'aurais pu poser ici. Que je posais ici. Donc voilà un peu l'objectif. Après, moi perso, ce que je pourrais me méfier pas mal, c'est d'avoir une double déviation. Donc c'est-à-dire que hop, là, on fasse une déviation ici, hop, et en fait on vienne chercher la déviation là pour au final recasser plus haut. Vous voyez, ça c'est faisable.
C'est pour ça que ces niveaux-là, là, il faut vraiment les surveiller ici, voir si on dump direct très fort ou si on a un peu de résistance et on commence à remonter. Ça, c'est vraiment intéressant dessus. Et pour vous montrer un peu en 2022 ce qu'on a fait, c'est intéressant quand même de checker les patterns qu'on avait fait parce qu'elles y ressemblent pas mal. Hein. Déjà, le dead cat bun, c'est que la déviation, puis paf, on casse, on vient mécher très bas. Et vous voyez, derrière, on avait du coup remonté, rebond, on avait commencé à range et là, déviation à la hausse du range. Et regardez ça, une fois qu'on a fermé la déviation, on a direct descendu, on allait chercher un deuxième rebond plus bas que le précédent. Et ensuite, bam, on est parti à la baisse. Et vous voyez, quand on est parti à la baisse, on a cassé l'ancien plus bas ici, ou même là avec la mèche. Et bah, vous voyez, on a accéléré très très fort à la baisse avant de trouver un bottom. Et vous voyez, une fois qu'on a trouvé ce que j'expliquais d'ailleurs pour cut mon short, je compte pas cut mon short à cet endroit-là, mais plutôt le cut, vous voyez, ici. Parce qu'en fait, le cut sur le bottom là, c'est impossible à trouver parce que tu sais jamais si le bottom il est là, s'il est sur cette mèche, sur cette mèche, sur cette mèche ou sur cette mèche. Tu sais jamais. Alors que une fois que tu as le rebond, tu sais que tu es proche du bottom. C'est-à-dire que une fois que tu as le bottom et que tu as le rebond, et qu'ensuite tu reviens chercher à peu près le même niveau que le bottom dans cette zone, bah tu sais que là, ça peut être intéressant de cut parce que tu es assez proche du bottom qu'on a finalement formé ici. Donc voilà, c'est un peu ma target là sur le marché actuel. Ce que je compte faire aussi éventuellement par rapport à mon short, c'est descendre mon stop loss en dessous de mon entrée, donc par ici en fait, vers les 73 800 $. Au moins si on a un retournement, ben je me fais stop loss ABE et j'essaie de re-rentrer dans la FGH4 juste au-dessus. Même voir en réalité, bon, j'ai même pas besoin de mettre mon stop loss ABE parce que vrai, l'entrée qui est là à 74 000, elle est quand même assez basse. Après, c'est vrai que c'est de l'optimisation pour essayer de rentrer sur le haut de la FGH4 au lieu de rentrer sur voilà, le milieu. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai tout un peu là sur le fait qu'on revienne dans cette FGH4 parce que quand je vois que le cours, paf, la réaction du cours, qui, vous voyez, c'est très proche, c'est très similaire à ce qu'on avait sur le Dead Cat Bones. En fait, on a à peine touché la zone des 98 000 qu'on attendait tous, enfin que je parlais beaucoup, que direct après, ouais, on a commencé à décrocher. Et en fait, là, ça ressemble vraiment à la même pattern, surtout par rapport au fait que on n'a rien de bullish, quoi. C'est-à-dire que la tendance elle est toujours baissière en weekly, on n'a pas de news de fou qui pourrait faire que le marché repart. Au niveau de la macro, c'est pas ouf. Au niveau de tension géopolitique, c'est pas ouf. Au niveau de l'inflation qui persiste, c'est pas ouf non plus. Le QE, il est pas prêt d'arriver. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait annoncer qu'on a un retournement de temps sur weekly et qu'on repète à hausse, alors qu'il n'y a rien de réellement bullish, quoi, sur le marché. Donc voilà pour ça. Comme d'hab, je te tiens au courant sur Twitter. N'hésitez vraiment pas à aller checker mon compte Twitter parce que je donne à chaque fois toutes les infos, là où je rentre, là où je sors, qu'est-ce que je pose comme ordre limite, comme position, etc. Voilà pour tout ça. Je voulais surtout focus BTC. Après, comme d'hab, on peut regarder rapidement. Ouais, le dollar en plus qui remonte. Alors, c'est toujours dans cette gros range là daily et éventuellement le bottom qu'on voyait ensemble en weekly qui peut être en train de se poser. On avait déjà vu ensemble qu'on pouvait poser un bottom dans cette zone avant de break ici. Finalement, c'était pas passé. Du coup, là, on pourrait poser un troisième bottom ici avant de casser ça plus tard. Mais c'est vrai que là, on a le dollar qui remonte assez fort en daily et ça, c'est pas fou. Rappelez-vous pour BTC parce que quand on a un dollar qui remonte, en général, ça fait une corrélation assez négative pour BTC. Après, c'est toujours, vous voyez, dans cette zone de range, donc il n'y a pas non plus énormément d'inquiétude à avoir. Par contre, c'est si on arrive à passer au-dessus de cette zone où là, le dollar risque d'accélérer et là où ça risque d'être pas très bon pour BTC. S&P et Nasdaq, encore une fois, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont sur les plus hauts et qu'il y a un petit décrochage de, je sais pas, quelques pourcents, de 5 à 10% depuis le top, vous voyez, de 5-10% jusqu'à ici depuis le top. Ça pourrait faire que BTC corrige encore plus fort par rapport à la corrélation qu'il a au marché avec les marchés traditionnels. Donc voilà, ça aussi, ça surveiller. Pour finir avec le commentaire du jour de Bza Driving qui lui dit « Salut, merci pour tes vidéos de qualité en bear market. Merci, ça fait plaisir. Question sérieuse, comment Alan peut être encore bullish nous parle encore de bull run alors que c'est flagrant qu'on est en bear market. Vous ne vous parlez plus, c'est comment on est perdu d'habitude. Vous étiez sur la même longueur d'onde et là, c'est totalement opposé. Donc, soit il veut notre perte, soit il est fou. » Enfin, c'est marrant comme commentaire. D'ailleurs, en plus, Alan, je suis actuellement avec lui, les gars, en Asie. Et du coup, je passe du temps avec lui en ce moment et tout, avec pas mal de potes. On a fait des soirées, on a fait des trucs ensemble récemment, donc on se voit et forcément on parle de crypto. Et c'est marrant parce que je suis aussi avec Cryptomillion, Knut de Cryptomillion, qui lui est beaucoup plus dans le même scénario que moi, c'est-à-dire plutôt bearish avec essayer de chercher un short dans cette zone-là, alors qu'Alan, lui, il est beaucoup plus bullish et sur un scénario de reprise haussière qui est très différent au final du mien. Bon, ça, c'est dû à plein de choses, parce qu'Alan, en fait, il est plus dans la théorie des super cycles, où il pense pas qu'on va se taper un vrai bear market comme on l'a connu en 2018-2022. Moi, je suis plus dans l'optique de me dire qu'on va avoir un vrai bear market, peut-être pas aussi gros avec moins 80%, mais voilà, déjà un bon bear market jusqu'à 50 000 et 40 000 $, ça suffit. Mais après, ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'au final, on a l'inverse de ce qu'on était en 2022. En fait, en 2022, bon, Alan, il n'était pas non plus ultra bearish en mode bear market et tout, mais il était assez, je m'en souviens, précautionneux, je sais pas si ça se dit, mais sur la défensive par rapport au bull run, sur la reprise du bull run en 2022. Alors que moi, j'étais beaucoup plus bullish dans le fait que le bull run pourrait reprendre en 2022.
Et au final, vous voyez là, ce qui est drôle, c'est que on est au bear market d'après, donc en 2026, et on inverse un peu les rôles. Moi, je suis plus bearish et lui plutôt bullish comparé à ce qu'on avait en 2022. Mais bon, c'est marrant. Justement, tout à l'heure, en plus, j'ai envoyé un message en disant c'est pas trop tard. Si tu veux pas perdre ton argent, arrête de long et short avec moi. Et il m'a envoyé une photo en short de bain en me disant t'inquiète, je suis déjà en short. Donc on verra. Après, comme d'hab, rappelez-vous, le marché, ça évolue. Et comme je l'ai montré là tout à l'heure sur BTC, et ben, pour l'instant, je suis bearish par rapport à la situation qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que si, par exemple, BTC arrive à se reprendre et commence à faire une IFVG ici, à former une clôture weekly au-dessus des 75 000 $, je peux repasser bullish par rapport aux news, par rapport à ce qu'il peut avoir aussi au niveau de la macro. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, je reste assez bearish. Enfin bref, voilà pour tout ça. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à passer l'inscription et me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!